Kenneth Nix, né le 19 septembre 1946 en Louisiane, grandit dans une famille nombreuse avec ses parents et ses 5 frères et sœurs. Étant l'aîné, il a rapidement compris l'importance du travail pour subvenir aux besoins de sa famille et a commencé à s'intéresser à la mécanique. L'amour de Ken pour les motos a commencé très tôt. Ce hobby s'est transformé en profession, puisqu'il s'est orienté vers une carrière de mécanicien après avoir terminé ses études secondaires. Avec le temps et l'expérience, Ken s'est lancé dans l'entrepreneuriat, créant sa propre station-service, devenant ainsi l'un des plus jeunes propriétaires de stations-service de la région. Le sens aigu des affaires de Ken et ses efforts assidus ont été couronnés de succès, propulsant son entreprise naissante vers la prospérité. À l'âge de 20 ans, alors que son entreprise est en plein essor, il croise la route de Monita Moriarty, qui deviendra plus tard sa première épouse. Leur amour s'est épanoui et s'est concrétisé par un mariage en 1966. Choisissant de s'installer à Tulsa pour se rapprocher de la famille de Ken, le couple accueille bientôt ses propres enfants, 2 garçons et une fille. Cependant, le mariage de Ken et Monita a connu des difficultés qui ont conduit à leur décision de divorcer après plusieurs années. Monita s'installe dans un appartement avec ses 3 enfants et Ken leur rend visite le week-end. Tragiquement, en 1974, à l'âge de 27 ans, elle s'est suicidée. Laissé à lui-même sans Monita, Kenneth a assumé la responsabilité de s'occuper de leurs enfants. Au cours de cette période, les affaires de Ken ont prospéré et il s'est même lancé dans de nouvelles entreprises. En 1980, Ken s'est lancé dans une nouvelle entreprise en fondant Inland Divers, une société de plongée sous-marine spécialisée dans les missions de récupération telles que les accidents de voiture ou les catastrophes naturelles nécessitant des opérations de sauvetage sous l'eau. Fidèle à ses habitudes, cette entreprise, comme les précédentes, a prospéré. Malgré ses engagements professionnels, Ken est resté ouvert à l'idée de retrouver l'amour pendant cette période. Au cours de la décennie suivante, il s'est marié 3 fois de plus, mais à chaque fois, son mariage n'a pas duré longtemps. 6 enfants étaient perplexes face aux fréquents changements de partenaire de leur père, qui leur expliquait qu'ils s'efforçaient de découvrir la femme idéale pour remplir le rôle de leur mère. C'est en 1984 qu'il rencontre Judith Bailey. Connue affectueusement sous le nom de Judy, elle était une mère divorcée avec 2 enfants. Leurs chemins se sont croisés par l'intermédiaire de leurs filles respectives, et si Ken s'est rapidement épris de Judy, celle-ci nourrissait de profondes réserves à l'idée de s'engager dans une nouvelle relation après l'échec d'un précédent mariage. Originaire du Texas, Judy s'est installée à Tulsa pendant son enfance. Elle s'est mariée très jeune et le couple s'est installé dans la banlieue de la campagne de Tulsa. Judy a trouvé un emploi de comptable et, ensemble, ils ont fondé une famille avec 2 filles, Shelly et Angela. Leur lien conjugal s'est toutefois avéré éphémère. En proie à l'infidélité et à la consommation excessive d'alcool de son mari, Judy a atteint son point de rupture et a opté pour le divorce. Après un mariage raté, Judy avait peur de faire confiance à qui que ce soit et de s'engager dans une relation. Même lorsqu'elle retrouve Ken des années plus tard, elle hésite à s'engager dans de nouvelles histoires d'amour, car elle garde une certaine méfiance. Ken et Judy se sont rencontrés et rapprochés en pratiquant la plongée. Leurs intérêts communs et leur vision de la vie sont à l'origine de leur relation. Ken tombe amoureux d'elle et ils passent de plus en plus de temps ensemble jusqu'à ce qu'ils décident de se marier en 1985. Soucieuse de préserver la stabilité de ses filles adolescentes, Judy a choisi de rester avec leur père pour poursuivre leur scolarité et préserver leur routine, tandis que Judy s'est installée dans le foyer de la famille Nix. Remarquablement, Judy s'est parfaitement intégrée à la dynamique familiale. Elle s'est impliquée dans Inland Divers en tant que comptable et a aidé Ken à développer l'entreprise. Ils se sont révélés être des partenaires compatibles non seulement dans les affaires, mais aussi dans la construction d'une famille. Leur union a duré plus longtemps que n'importe lequel de leurs mariages précédents, mais au fil du temps, des problèmes sous-jacents ont commencé à émerger. Leurs problèmes conjugaux ont commencé une fois que leurs enfants sont devenus adultes. Judy et Ken ont élevé leurs enfants différemment,
ce qui explique qu'ils aient commencé à se méprendre l'un l'autre. Ken, très travailleur, a essayé d'apprendre à ses enfants à travailler dur, tandis que Judy a continué à soutenir financièrement ses filles chaque fois qu'elles lui demandaient de l'aide. Cette discorde a persisté jusqu'en 2011, date à laquelle le couple a pris la difficile décision de divorcer. Cependant, malgré leur divorce, ils ont gardé une relation très étroite. Ils étaient si proches l'un de l'autre qu'ils continuaient à se fréquenter assidûment, comme s'ils entretenaient encore une relation amoureuse. Cependant, les tensions sous-jacentes ont persisté, entraînant de fréquentes disputes. Cette situation a perduré jusqu'au 21 mars 2016. Dans la soirée du 21 mars 2016, Judith Nix a lancé un appel de détresse au 911 après avoir découvert son ex-mari Kenneth décédé dans la chambre principale alors qu'elle lui livrait son dîner. Dès le début, elle a souligné les nombreux problèmes de santé de Ken au répartiteur, laissant entendre que son décès pourrait avoir été un choix délibéré de sa part. La police a rapidement répondu à l'appel et a trouvé Judy Nix en état de choc terrible, racontant les problèmes médicaux de Ken et indiquant son insatisfaction à l'égard de la vie. Ken luttait contre la neuropathie, une maladie débilitante qui affecte le système nerveux et provoque une douleur et un inconfort généralisé. Selon Judy, il avait auparavant évoqué la possibilité de mettre fin à ses jours. À l'arrivée des agents, Judy raconte qu'elle a passé la soirée de la veille avec Ken, mais qu'elle l'a quitté après un désaccord, constatant sa mauvaise humeur. Tout au long de la journée, elle n'avait pas réussi à le joindre et, inquiète, avait décidé de lui rendre visite vers 9 heures, le découvrant allongé sur son lit, une arme à feu à proximité. Judy a également assuré à la police que Ken prenait depuis longtemps de puissants analgésiques, ce qui pouvait également avoir affecté son psychisme. Pendant la période où il est tombé gravement malade, même ces médicaments n'ont pas aidé. Lorsque Judy a témoigné à la police, il était clair qu'elle était terriblement nerveuse et inquiète. Bien entendu, son état a été considéré comme normal après que la femme ait vu cela. La femme de 69 ans a été rapidement transportée à l'hôpital en raison de l'état de stress dans lequel elle se trouvait. Lorsque la police a commencé son enquête sur les lieux, des divergences sont rapidement apparues dans le récit de Judy. En y regardant de plus près, des détails contredisent son récit. L'état du sang séché autour de la blessure de Ken indiquait qu'il était probablement décédé depuis longtemps, peut-être depuis environ 7 heures du matin. Bien que ce moment corresponde à l'affirmation de Judy, selon laquelle elle l'a découvert plus tard dans la soirée, c'est la nature des blessures de Ken qui a éveillé les soupçons. Après examen, le médecin légiste fait une découverte surprenante. Ce n'est pas un, mais 2 impacts de balles qui ont été trouvés à moins d'1 centimètre l'un de l'autre, l'un dangereusement proche de l'orbite de l'œil et l'autre situé sur la tempe. Une telle proximité rendait hautement improbable le fait qu'un individu se soit infligé 2 blessures par balle à la tête. La différence entre les taches de sang sur la chemise de Ken et la position de son corps a fourni des preuves essentielles indiquant que le corps avait été déplacé après la fusillade. Avec cette révélation, les enquêteurs ont rapidement conclu que la mort de Ken n'était pas un suicide, mais un homicide. L'ordre qui régnait dans la maison, l'absence de signes d'effraction et l'absence de dérangement confortaient cette théorie. Pour tenter de découvrir d'autres indices, les enquêteurs ont récupéré une caméra de sécurité placée dans la cuisine qui donne en partie sur la chambre à coucher afin de procéder à une analyse médico-légale. Alors que l'enquête se poursuit, Shelly, la plus jeune fille de Judy, arrive sur les lieux à la demande de sa mère pour récupérer le chien de Ken. Au cours d'une brève conversation avec la police, Shelly mentionne qu'elle a visité la maison plus tôt ce matin-là en présence de sa mère. Cette déclaration contredit l'affirmation de Judy selon laquelle elle n'était pas venue depuis la veille, ce qui incite les enquêteurs à examiner la situation de plus près. Par la suite, Shelly Davis est invitée à faire une déclaration officielle au poste de police, ce qui éveille des soupçons quant aux incohérences potentielles de l'alibi de Judy. Au cours de son interrogatoire, Shelly apporte un témoignage accablant sur la relation tumultueuse entre Judy et Ken. Elle a révélé des antécédents de violence, racontant des séances où Ken avait agressé physiquement sa mère, proféré des menaces
et fait preuve d'un comportement abusif pendant une longue période. Shelly et sa sœur entretenaient des relations distantes et tendues avec Ken en raison de son comportement agressif. Le récit de Shelly a permis d'éclaircir la chronologie des événements survenus le jour de la mort de Ken. Elle a révélé qu'elle s'était rendue à la maison vers 11 h pour récupérer de l'argent auprès de sa mère. Judy avait ouvert la porte, mais Shelly n'était pas entrée dans la maison. Étant donné que l'heure de la mort est estimée à environ 7 h du matin, cette révélation suggère que Ken était déjà décédé à l'intérieur de la maison lorsque Judy a accueilli sa fille à la porte. Au fur et à mesure que les enquêteurs rassemblaient les preuves, tout indiquait que Judy était la principale suspecte. Toutefois, son hospitalisation l'a empêchée d'être interrogée immédiatement, ce qui a bloqué l'enquête jusqu'à ce qu'elle puisse être interrogée. L'enquête prend une tournure dramatique lorsqu'un témoin inattendu, Todd Moore, l'ex-mari d'Angela et le gendre de Judy, contacte la police le lendemain. Todd affirme détenir des informations cruciales sur l'affaire. Selon lui, vers midi le jour du meurtre, Angela et Shelley sont arrivés à son domicile, visiblement agités, et ont avoué que Judy avait tiré sur Ken. Les sœurs, paniquées, demandent l'aide de Todd pour dissimuler le crime de leur mère, discutant même de la possibilité pour Judy de fuir le pays. Consterné par leur proposition, Todd se distancie immédiatement de la situation et les exhorte à se rendre aux autorités. Angela et Shelley ont quitté le domicile de Todd, qui n'a plus entendu parler d'elle jusqu'à ce que la police intervienne. C'est à ce moment-là que Todd s'est rendu compte qu'elle n'avait pas signalé l'incident et qu'elle tentait de le maquiller en suicide. Le témoignage de Todd a permis aux enquêteurs de comprendre la dynamique de cette famille. Angela, Shelly et Judy sont dépeintes comme inséparables, les filles se tournant fréquemment vers leur mère pour obtenir une aide financière et Judy répondant systématiquement à leurs besoins. Bien que les détectives restent incertains quant à l'identité de l'auteur ou au mobile du crime, une chose est claire, la mort de Ken n'est pas un suicide. Shelley est alors placée en détention pour un nouvel interrogatoire et Judy, désormais suffisamment rétablie, est approchée par les enquêteurs pour qu'elle leur raconte les événements. Depuis son lit d'hôpital, Judy coopère avec les autorités, expliquant comment la lutte prolongée de Ken contre la neuropathie a mis à mal son bien-être physique et mental au fil des ans, le rendant de plus en plus irritable et erratique. Face aux preuves irréfutables présentées par les enquêteurs, Judy n'a d'autre choix que de revoir son récit initial. Dans son nouveau récit, Judy révèle que la tragique séquence d'événements découle d'un différend financier avec Ken. Il avait fait pression sur elle pour qu'elle le rembourse, affirmant qu'il l'avait soutenue financièrement, elle et ses enfants, pendant une longue période. Judy a également détaillé les années de mauvais traitements qu'elle aurait subis de la part de Ken, tant physiques que verbaux. Le matin de la mort de Ken, Judy s'est rendue à son domicile et, une fois de plus, leur désaccord a dégénéré en une altercation au sujet de l'argent. Mais cette fois, Ken brandit une arme et exige le remboursement de 21 000 $. Face à la menace imminente, Judy s'est battue avec Ken pour le désarmer, ce qui a entraîné la décharge accidentelle de l'arme à feu à 2 reprises au cours de la lutte. Bien qu'elle ait agi en état de légitime défense, Judy a avoué avoir cédé à la panique et avoir demandé l'aide de ses filles, qui ont collaboré à l'élaboration d'un récit dans le but de dissimuler la vérité. Malgré la révision du récit de Judy, des incohérences ont persisté, jetant un doute sur la crédibilité de son récit. La nature précise des 2 blessures par balle à la tête de Ken contredit la notion de décharge accidentelle et les taches de sang sur ses vêtements ne correspondent pas à la séquence d'événements supposée. Au vu de ces divergences, les enquêteurs sont restés sceptiques quant à l'histoire de Judy et l'ont inculpée de meurtre. Après sa sortie de l'hôpital, elle est rapidement arrêtée. Angela est la prochaine à être interrogée. Les 2 filles avaient été impliquées dans la dissimulation du crime, comme Todd l'avait dit aux enquêteurs. Cependant, les premières tentatives pour joindre Angela se sont avérées vaines, car elle ne répondait pas aux appels et était absente de son domicile. Après 3 jours de recherche, Angela a fini par refaire surface et a fait une déclaration aux autorités, jetant un peu plus de lumière sur les événements qui ont entouré la mort de Ken. Angela commence par déclarer qu'elle ne sait rien du meurtre. Les enquêteurs savaient qu'elle ne disait pas la vérité
et ils ont donc décidé de lui demander des informations sur la caméra. Bien que les caméras de sécurité retrouvées dans la cuisine aient été mystérieusement effacées, les enquêteurs ont bluffé et lui ont dit que la caméra était bel et bien opérationnelle et qu'elle avait enregistré le 21 mars. Avec cette information, Angela est restée silencieuse et a immédiatement demandé un avocat. Les enquêteurs n'ont pas pu obtenir davantage d'informations de sa part à ce moment-là, mais cette réaction a définitivement confirmé qu'elle en savait beaucoup plus qu'elle ne le laissait entendre. Les déclarations de Judy, Angela et Shelley étant truffées d'incohérences, il s'est avéré difficile d'établir une chronologie précise des événements. Malgré la complexité de la situation, les enquêteurs élaborent peu à peu une théorie basée sur les témoignages et les preuves. Selon cette théorie, Judy aurait tiré les coups de feu mortels et les deux filles auraient collaboré à la mise en scène pour faire croire à un suicide. Cependant, la question demeure. La mort de Ken était-elle vraiment un accident, comme le prétendait Judy, ou avait-elle été préméditée? En examinant les allégations de violences domestiques, les inspecteurs ont découvert qu'au cours des 6 dernières années, des incidents violents impliquant le couple avaient été signalés à la police. Cependant, ces appels à l'aide provenaient de Ken, qui avait tendu la main, affirmant que sa femme tentait de lui faire du mal. Les enquêteurs se sont ensuite penchés sur les communications téléphoniques entre Angela, Shelley et leur mère, découvrant des détails cruciaux qui ont permis d'éclaircir de nombreux aspects de la situation. Au fil des semaines, le trio a échangé des messages sur l'animosité de Judy à l'égard de Ken et son refus de les soutenir financièrement. Ken refusait catégoriquement que Judy cesse de favoriser financièrement ses filles, d'autant plus qu'une grande partie de l'argent provenait de Ken lui-même. Le 15 mars, Judy a envoyé un message à Angela concernant une arme de calibre 22, coïncidant avec le calibre de l'arme du crime. Le mobile devenant de plus en plus évident, les enquêteurs ont contacté les fils de Ken afin de recueillir des témoignages supplémentaires susceptibles de corroborer les preuves émergentes. Les fils de Ken ont confirmé que les relations entre leur père et Judy étaient tendues, notamment en raison de la longue habitude de Judy de détourner de l'argent de son ex-mari, même avant leur divorce. Ce problème constant a conduit à une querelle entre Ken et Judy. Cependant, le volume financier n'était pas la seule préoccupation. Ken dépendait de divers médicaments pour son état de santé et Judy avait pris l'habitude de lui voler ses pilules. Chaque fois que Ken abordait ce comportement, Judy utilisait des tactiques d'éclairage au gaz, tentant de le convaincre que sa maladie le poussait à avoir des hallucinations. Cela a incité Ken à installer une caméra dans la cuisine où il a effectivement filmé Judy en train de voler ses médicaments. En outre, Ken tenait absolument à ce que Judy ne se rende pas chez lui, comme en témoigne le fait qu'il lui ait demandé de partir le week-end précédant l'événement tragique. Leur relation avait atteint un point critique, marqué par la discorde et le malaise. Cependant, l'idée que Judy ait eu recours au meurtre pour obtenir l'argent de Ken semble illogique après un examen plus approfondi. Au cours de l'enquête, l'étude des données financières de Judy a permis de découvrir que la femme avait d'énormes dettes qu'elle couvrait avec l'aide de Ken et de son argent. La question reste donc entière. Pourquoi aurait-elle eu recours à des mesures aussi radicales? L'élément de preuve décisif dévoile le mobile sous-jacent du crime. Dans leur accord de divorce, Judy et Ken avaient stipulé que la maison qu'ils avaient partagée, où Ken résidait actuellement, serait transférée à Judy en CAS de décès de ce dernier. Cet arrangement signifiait que Judy héritait de l'ensemble de la propriété et qu'elle pouvait alléger sa dette en la vendant. À partir de là, les intentions de Judy sont devenues claires. Rien n'indique que les filles de Judy aient été complices de la planification du crime, mais plutôt qu'elles aient aidé à le dissimuler. Par conséquent, l'accusation a choisi de s'appuyer sur les témoignages d'Angela et de Shelley, ce qui leur a évité d'être inculpés de meurtre. Le procès s'est ouvert en mars 2017, la défense s'efforçant de présenter Judy comme une victime d'abus ayant agi en état de légitime défense, un récit initialement convaincant pour le jury. Judy, une femme caucasienne de 70 ans, est apparue fragile et vulnérable et a été décrite comme la véritable victime dans ce récit. À l'inverse,
l'accusation a cherché à établir la culpabilité de Judy en présentant des preuves qu'elle avait méticuleusement planifié le meurtre de son ex-mari. Aux premières heures du 21 mars 2016, Judy Nix est entrée illégalement dans la résidence de Kenneth Nix et s'est approchée de lui pendant qu'il dormait. Elle a tiré un coup de feu à bout portant, infligeant d'abord de graves blessures, mais ne causant pas de mort immédiate. Par la suite, elle a tiré un autre coup de feu, cette fois-ci plus près de sa tempe, ce qui a entraîné sa mort instantanée. Au cours du procès, Angela et Shelley ont apporté un témoignage crucial contre leur mère, détaillant la séquence des événements et racontant comment Judy les avait contactés en détresse, sollicitant leur aide pour dissimuler le meurtre. En échange de leur coopération, toutes les charges retenues contre eux ont été abandonnées. Après avoir délibéré pendant moins de 2 heures, le jury a rendu un verdict de culpabilité à l'encontre de Judith Nix. Les preuves présentées ne laissaient guère de place au doute. Judy avait assassiné Ken pendant son sommeil, motivée par le désir d'accéder à ses finances. En conséquence, elle a été condamnée à la prison à vie, avec possibilité de libération conditionnelle seulement après avoir dépassé l'âge de 108 ans.